Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans le grand dossier sur LCI, Canal 26. Nous sommes ensemble pour 2 heures et au programme, le chômage baisse. Qu'y a-t-il derrière ces chiffres et faut-il se réjouir? Où nous situons-nous par rapport à nos voisins européens? Nous parlerons également des vacances qui s'achèvent pour le président. Nouvelle séquence mémorielle pour Emmanuel Macron demain, avant une rencontre au fort de Brégançon avec Vladimir Poutine, le président qui va commémorer ce jeudi les 75 ans du débarquement en Provence. Vous pourrez le suivre en direct sur LCI dès 9 h du matin. Le président qui sera de nouveau en compagnie de Nicolas Sarkozy, une amitié affichée qui fait beaucoup réagir. Voilà quelques-uns des thèmes que nous aborderons avec nos invités sur ce plateau. Marie-Ève Malouine, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste éditorialiste. Nous sommes également avec William Tell. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être avec nous, président du think tank Le Millénaire. Nous sommes également avec Michel Rumi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, économiste, professeur à Sciences Po Paris et à l'ESCP. Et nous sommes également avec Jean-Philippe Dubrul. Bonsoir. Merci également d'être là, chef de groupe du département opinion de l'IFOP. On en vient donc au chômage avec ces chiffres qui sont tombés aujourd'hui. Ça continue de baisser au deuxième trimestre pour arriver à 8,5%. Le chômage qui retrouve son niveau d'il y a 10 ans, début 2009. Toutes les catégories sont concernées et en particulier les jeunes. On va regarder les détails avec Hélène Bonnet. L'INSEE confirme la tendance. D'après les chiffres publiés aujourd'hui, le chômage continue de baisser. Moins 0,2 points au printemps sur la France entière, à l'exception de Mayotte. La population sans emploi représente désormais 8,5% de la population active, soit le niveau le plus bas depuis 10 ans. Dans le détail, cette baisse du chômage concerne toutes les catégories d'âge, mais elle est plus marquée chez les jeunes, avec moins 0,6 points au deuxième trimestre, contre moins 0,2 points en moyenne pour les autres tranches d'âge. Les chômeurs de longue durée sont légèrement moins nombreux. Le taux d'emploi, en progression de 0,2 points sur un an, reste quasiment stable par rapport au premier trimestre. Seul ombre au tableau, l'augmentation du halo du chômage. Cette formule désigne les personnes qui souhaitent un emploi mais sont classées comme inactives. Après une baisse en début d'année, leur nombre a augmenté pour atteindre les 1,5 million au printemps. Et Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a évidemment réagi très rapidement sur Twitter en se réjouissant du fruit des premières réformes qui commencent à payer. 300 000 chômeurs de moins depuis le début du quinquennat, dit-elle également sur le réseau social. On va l'écouter chez nos confrères de RTL ce soir. Pour maintenir le taux de chômage, il faut déjà créer 90 000 emplois. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on en a créé près d'1,5 million. On a mis du temps à faire des réformes de fond que d'autres pays ont faites sous des formes différentes, mais quand même avec des réformes de fond. On est au taux de chômage à 8,5%, le plus bas depuis 10 ans. Ça reste encore un défi, mais disons que c'est vraiment encourageant qu'on voit les premiers fruits de nos réformes. Il faut continuer. Alors il y a certains domaines où le chômage baisse plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le chômage des jeunes baisse. Alors, quel est le regard de l'économiste sur ces chiffres? Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas? Est-ce que c'est une vraie tendance? Alors, il faut s'en réjouir parce que toute baisse est toujours positive, mais il faut mettre quelques bémols. Première des choses qu'il faut bien voir, c'est que ça fait depuis 2015 qu'il y a une baisse continue du chômage. Et donc, ça continue et c'est vraiment depuis 3 trimestres que cela baisse fortement. Alors la courbe justement, on va la voir depuis 2015 effectivement de ce chômage qui baisse. Je vous laisse Voilà. continuer. Et donc c'est quelque chose de positif. Simplement, on s'aperçoit qu'au-delà des pourcentages, il y a quand même encore 25% des jeunes qui sont au chômage. C'est des petites zones quand même qui sont quand même importantes. Et puis surtout, comme votre reportage le rappelait, le halo du chômage, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent travailler mais qui ne sont pas disponibles rapidement, eh bien qui progressent. Et donc ce qui veut dire qu'il y a quand même des indicateurs d'alerte d'une certaine manière. Dernière chose également, ce qu'il faut bien voir, ces performances ne sont pas dues, à mon sens, aux performances de l'économie française. On bénéficie, on va dire, d'une certaine conjoncture. Et Donc les réformes d'Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat n'y sont pour rien? Il faut à sa juste mesure, c'est-à-dire que depuis 2015, il y a eu les initiatives de M. Hollande qui sont perdurées là-dessus. Et donc c'est la succession, la continuité de ces réformes qui font que, mais malgré tout, on ne peut pas tout attribuer à Emmanuel Macron.
Et alors du coup, à qui faut-il l'attribuer? Est-ce que vous pouvez peut-être développer? Alors, ce qu'il faut y voir, c'est que d'abord, première des choses, ces chiffres, en fait, peuvent s'expliquer par, première des choses, une création d'emplois qui est dynamique et qui, en même temps, bénéficie d'une moindre entrée de personnes qui rentrent sur le marché du travail. Donc, du coup, on réduit le chômage. Deuxième chose, nous avons en même temps on va dire une conjoncture internationale qui nous permet d'avoir un peu plus de dynamisme. Et donc, tout cela fait qu'on peut employer, à tel point que une entreprise sur deux souhaite embaucher, mais risque d'avoir des problèmes parce qu'elle ne trouve pas chaussures à son pied, d'une certaine manière, ce qui pose le problème de la formation à moyen long terme. Jean-Philippe Dubrul, peut-être, vous êtes d'accord avec votre collègue? Oh, bien entendu, toute baisse du chômage est à saluer, est un motif de s'en réjouir. Moi, je vais plutôt le prendre sous l'angle politique. C'est-à-dire, vous le disiez, peut-on imputer cette baisse du chômage à l'action d'Emmanuel Macron? Et de manière un peu plus tactique, est-ce que le gouvernement, est-ce que l'exécutif peut capitaliser sur cette baisse du chômage pour dire c'est nous qui l'avons fait, c'est à mettre à notre crédit et engranger des soutiens? Là-dessus, la réponse est plutôt négative puisque je ne vais pas dire de tout temps, mais depuis quand même un certain nombre d'années, on observe que les Français affichent une certaine forme de fatalisme vis-à-vis du chômage. C'est-à-dire qu'on a fait, par exemple, en juin dernier, on a réalisé un sondage où on a demandé aux gens, est-ce que d'après vous, le chômage augmente, baisse ou reste stable? On était quand même en juin dernier, après 6 mois de baisse consécutive des chiffres mensuels du chômage. Il n'y avait qu'un Français sur 5 qui nous disait oui, en effet, le chômage baisse. Voilà, les autres... C'est-à-dire que le chômage baisse doucement aussi. C'est assez discret, on va dire. Et tout cela, c'est un peu dû, on va dire, à notre régime de protection sociale, qui fait que lorsqu'on rentre en difficulté, on rentre tout doucement, mais que lorsque l'activité repart, on rebondit aussi très mollement. Donc, on va dire, c'est le paquebot par rapport à un Zodiac, d'une certaine manière, sans faire de publicité, où on va avoir des économies qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus réactives, qui risquent de descendre très bas, mais qui peuvent remonter très rapidement. Et d'autres où nous, on est plutôt quelque chose de lourd à bouger. Alors, comme Muriel Pénicaud dit qu'il y a quand même 500 000 emplois qui ont été créés en 2 ans, c'est quand même à mettre au crédit du gouvernement. Oui, enfin, les emplois ne se sont pas créés simplement parce qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Ça a commencé depuis 2015. François Hollande avait pris des mesures pour que le chômage baisse. Il attendait que ça arrive et puis c'est pas arrivé sous son quinquennat. Il l'a payé assez cher. C'est toujours des choses, c'est comme un gros navire. Quand on bouge, ça met du temps. Mais même si les Français sont pas sensibles au fait que le chômage baisse, parce qu'on leur annonce dans des chiffres, il faut quand même qu'ils le voient avec des proches, c'est quand même intéressant sur le plan politique pour la majorité parce que ça donne un argument au soutien d'Emmanuel Macron. C'est quand même une bonne nouvelle sur laquelle ils peuvent s'appuyer en disant que lui, au moins, il a réussi à faire baisser le chômage assez durablement puisque c'est une tendance qui se stabilise, qui continue, même si les économistes sont plus réticents. On n'a pas retrouvé le niveau d'avant 2008, contrairement à nos voisins européens. C'est quand même un argument positif pour tous les militants, les élus de La République En Marche. Et ça fait toujours du bien en politique, surtout vu la rentrée qui va arriver. Jérémy ? Oui, non, je disais que ce qui me gêne quelque part, je suis d'accord avec l'analyse en termes de politique, mais en termes économiques, c'est le fait que ce n'est pas l'économie française qui crée ces emplois, elle en bénéficie, on va dire, c'est grâce aux autres. Ce qui m'inquiète, c'est la rentrée va être difficile, 2020 risque aussi d'être difficile, et là, on risque d'avoir des petits problèmes. Est-ce que je peux vous poser une question, à savoir, est-ce que les mesures Gilets jaunes ont déjà pu avoir un impact sur le pouvoir d'achat, donc la croissance Non. Le fait, c'est que, je n'ai pas les chiffres en tête, je vous l'avoue, mais de manière générale, les Français en général ont préféré épargner beaucoup plus que consommer. Donc, ce qui montre quand même une inquiétude par rapport à l'avenir et à l'incertitude qui approche. Donc, c'est ce qui pose aussi ce problème, parce que la difficulté est qu'aujourd'hui, on a un environnement international et européen qui risque de poser des problèmes, et on va avoir ces chiffres de chômage. Bien sûr, il y a les tensions entre la Chine et les États-Unis, on va avoir le Brexit, mais il faut voir aussi l'économie allemande, on va voir l'économie italienne qui aussi va nous poser des problèmes, et puis aussi le régime d'indemnisation des chômeurs, puisque c'est une des mesures pour lesquelles je dirais, Emmanuel Macron s'appuie pour faire baisser le nombre de chômeurs. Il attend beaucoup d'ailleurs de cette réforme. Est-ce qu'elle peut avoir un réel impact qui sera visible dans les prochains mois sur les chiffres du chômage ? Alors, tout n'est pas bouclé.
Moi, je suis toujours positif, donc je dirais j'espère, mais il faut voir aussi dans quelles circonstances. C'est pas uniquement cette mesure qui fera baisser le chômage, c'est une globalité, puisqu'on ne peut pas dépendre de nous-mêmes, on dépend des autres. Donc même si cette mesure peut être positive, si la conjoncture internationale et européenne n'est pas, on n'est pas dans le bon vent, on risque aussi de souffrir. William Tay, quand on entend finalement certains économistes, on a l'impression que les politiques, ils sont un peu impuissants finalement face à ce qui se passe. Non, ils ne sont pas impuissants parce que comme ça a été souligné, François Hollande, à partir de 2013 et 2014, avec 2 mesures emblématiques, le CICE et le pacte de responsabilité, a réussi à inverser la tendance en France. Et quand on regarde justement les 18 derniers mois de François Hollande et les 18 premiers mois d'Emmanuel Macron, on voit qu'il y a un ralentissement. 400 000 emplois créés pour François Hollande, environ 300 000 pour Emmanuel Macron. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est le premier projet de loi de finances de 2018 qui a cassé la croissance avec une baisse de la consommation à cause de l'augmentation de la CSG. Et quand on regarde, en fait, les mesures d'Emmanuel Macron étaient plutôt récessives qu'en faveur de l'emploi et de la croissance. Donc je pense que Muriel Pénicaud a tort quand elle dit que les mesures du gouvernement ont permis la création. C'est plutôt, comme vous l'avez souligné, le contexte et le cycle économique qui est plutôt favorable, alors pourtant qu'Emmanuel Macron devait mettre des réformes parce qu'il était dans un bon cycle économique et on arrive à un tournant du cycle économique à partir de 2020 et 2021 avec une probable crise financière et une éventuelle crise économique qui provoquera une récession. Et comme il est en train de casser le modèle français, il est en train de casser petit à petit tous les amortisseurs avec sa réforme de l'assurance chômage qui empêcheront tous les amortisseurs automatiques permettront de combler cette crise économique et crise financière. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? J'espère qu'il se trompe sur l'avenir, c'est-à-dire la crise financière et la crise économique. Tout le monde. Je dirais, après, on peut être les Cassandres à un certain... L'analyse, elle peut être bien s'il y a les crises qui arrivent. Tout le monde s'y attend, on va dire, à au moins un ralentissement économique. La crise, je ne l'espère pas à terme à tête privée, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent, on va dire, des conjonctures internationales. Alors, sur les chiffres de M. François Hollande et de M. Macron, après, c'est difficile de voir, de comparer sur le résultat en fonction on va dire, des conjonctures à ce moment-là. Il est vrai aussi, par exemple, que M. Macron a bénéficié d'une forte croissance, etc. Donc, on ne peut pas non plus dire que la croissance est due à M. Macron à l'arrivée. Non, en fait, nous, on a pris 2 comparatifs. On a pris la même position dans le cycle économique dans les 18 derniers mois de François Hollande et les 18 premiers mois d'Emmanuel Macron. Et on a comparé avec une autre moyenne qui est la sous-performance ou surperformance par rapport aux voisins européens. On a remarqué que François Hollande était à peu près au même niveau que ses voisins européens, alors que Emmanuel Macron sous-performe et Nicolas Sarkozy, lui, surperformait globalement les voisins européens. Non, mais c'est statistique, c'est les stats de l'OCDE. Oui, alors après, il faut voir la méthodologie. Mais il n'y a pas de problème, je ne conteste pas les chiffres, mais il faut voir après. Voilà. Alors en tout cas, le gouvernement se rapproche de son objectif, des 7% de chômage d'ici la fin du quinquennat. Emmanuel Macron en avait reparlé d'ailleurs en avril, c'était lors de la grande conférence qui avait suivi le grand débat national. On l'écoute. Je pense que le chiffre de 7%, il est tout à fait atteignable si on continue les réformes et notre stratégie au même rythme. Donc je ne remets pas du tout en cause cet objectif. La question du plein emploi, elle est même plus profonde, c'est de s'assurer qu'on améliore, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais notre croissance potentielle et donc qu'on arrive à baisser notre chômage structurel. Parce qu'au fond, aujourd'hui, je pourrais vous dire qu'on est au plein emploi avec beaucoup de chômage, parce qu'on a un chômage structurel qui est très élevé. Alors, c'est plausible, 7% de chômage en 2022 ? C'est une cible. Il va bénéficier d'une arrivée d'une moindre population sur le marché du travail. Donc, c'est d'une certaine manière, pour peu que l'on crée des emplois, il peut y arriver. Il a un mot qui est très important, c'est le chômage structurel. Ce qui s'avère, c'est que, par exemple, la Commission européenne considère que le chômage structurel de la France est aux alentours de 8-9%. Donc, on y arriverait, pratiquement. D'autres, plus optimistes, disent que le chômage structurel se tourne aux environs de 6-7%. Donc la question est là, c'est que le chômage structurel, c'est-à-dire pratiquement en dehors dû aux structures. Pour le réduire, il faut faire des réformes. Mais pour faire des réformes, il faut, on va dire, bénéficier d'une certaine croissance, d'avoir des ressources. Or, aujourd'hui, comme a dit William, la difficulté, c'est qu'on va rentrer pas une fin de cycle, mais un fort ralentissement. Et là, on va avoir des problèmes de cette nature pour réformer. On aurait dû... C'est facile de réécrire l'histoire,
mais on aurait dû faire certaines réformes beaucoup plus tôt, beaucoup plus radicales. Pensez auxquelles réformes, par exemple? Sur le marché du travail, sur on va dire, si on reprend certaines mesures du programme de M. Macron, qui n'ont pas été faites ou qui ont été un peu édulcorées. Il avait dit un peu moins on va dire, sur la réforme de l'État. On ne la voit pas, d'une certaine manière. Donc, et c'est ce qui pose ce type de problème, parce qu'il faut aussi gérer ces problèmes. Et là, le problème, c'est qu'on va vers une situation économique qui est moins reluisante qu'auparavant. Et donc, ça peut poser des problèmes. C'est dangereux de faire des promesses comme ça, enfin pas des promesses, parce que, mais de redonner, c'est vrai, des chiffres qui ont coûté cher à François Hollande. On a vu, en plus, François Hollande n'avait pas donné de chiffres, il avait juste parlé de l'inversion de la courbe du chômage. Qui, effectivement, est intervenu, mais malheureusement, pas visiblement sous son quinquennat. Et puis, il avait pris un risque supplémentaire, c'est qu'on avait tous les mois les chiffres du chômage qui étaient mis en scène et on attendait que ça baisse. Et donc, forcément, mois par mois, ça ne baissait pas. Et donc, tous les mois, il portait ce fardeau que l'inversion de la courbe du chômage ne se faisait toujours pas. Là, 7% en 2022, c'est quand même un objectif chiffré qui paraît atteignable, comme l'inversion de la courbe paraissait tout à fait atteignable pour François Hollande. Et donc, il y a une part de risque, parce que là, si ce n'est pas les 7%, on va lui renvoyer au visage. Et politiquement, c'est un risque d'avoir sorti ce chiffre-là. Ouais. Vous êtes d'accord, Jean-Philippe Dubrul? Tout à fait, c'est un risque on va en parler aussi, mais dans le cas de Notre-Dame, il avait aussi fixé un objectif ambitieux. Donc voilà, c'est toujours le problème, peut-être retenir un peu l'hubris des politiques qui, pour convaincre, pour rallier à eux, s'engagent dans des promesses. Or, soit elles sont, comme pour le cas de François Hollande, elles se basent sur le sens d'une courbe, malheureusement, ça ne lui a pas souri. Là, on est sur des indicateurs chiffrés, c'est-à-dire que s'il est à 7,1, est-ce qu'on lui reprochera ou est-ce qu'on dira que ça passe? Je reviens aussi sur le résultat des élections européennes, où voilà, là aussi il y avait un objectif, pas chiffré cette fois, mais on sera le premier parti de France aux élections européennes. Finalement, En Marche est arrivé derrière le Rassemblement national, mais défaite ou victoire en demi-teinte, finalement c'est passé. Donc voilà, il y a ce problème de l'objectif chiffré qui est dangereux, qui est une lame à double tranchant. Après, il y a toujours une possibilité de rebondir, effectivement. Et d'ailleurs, il y a un risque aussi, c'est si jamais ce chiffre est atteint et que ça repart, on va lui reprocher aussi en disant que sa politique finalement n'est pas la bonne. Et ce sera un contre-argument, même si le 7% ont été atteints. Je dis ça parce que pour les européennes, on prévoyait un écart plus grand par rapport au Rassemblement national. Et de fait, comme il est sorti à 20h plus petit, finalement, non seulement il n'est pas devant, mais en plus il est largement battu au départ, alors que finalement l'écart était moindre. Mais du coup, il y a le chiffre et puis il y a l'évolution du chiffre. Même si ce chiffre est atteint, mais qu'après il est redépassé, ce sera mauvais. William T, c'est un chiffre qui rentre dans le scénario que vous venez de dépeindre? Non, moi je ne pense pas, mais je vais plutôt revenir sur ce qu'il a dit, sur la croissance potentielle et sur le chômage structurel. Pour augmenter la croissance potentielle, en fait, il a fait une seule grande mesure, c'est le grand plan d'investissement. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas les détails, on ne sait pas comment il est échelonné, est-ce qu'il est efficace, toutes les modalités, etc. Et surtout, est-ce qu'il rentre en adéquation avec le maintien du plan Juncker? Ça, c'est sur la réforme, sur sa croissance potentielle. Et sur le chômage structurel, il a fait une seule réforme, c'est les ordonnances travail. Mais quand on compare au modèle allemand... La formation aussi, l'apprentissage. Oui, mais dessus, ça prend tellement d'années que ça ne marchera pas. Enfin, il n'arrivera pas pour 2022. Quand on prend le marché du travail, on prend un modèle qui est le modèle qui est le plus cité, celui de Gerhard Schröder. Ce qu'a fait Gerhard Schröder, c'est qu'il a permis le maintien, grâce à les accords des syndicats, dans l'entreprise. Alors que ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il n'organise pas la flexibilité au niveau du temps de travail, mais pour quitter son travail vers une autre entreprise. Ce n'est pas la même du tout flexibilité. Et moi, je pense que c'est très risqué. Il prend un grand pari. Son pari ne peut marcher que s'il n'y a pas de crise économique. C'est-à-dire s'il y a une crise économique, c'est foutu. Allez, on va écouter quelques réactions politiques depuis ce matin, depuis la publication de ces chiffres. Ils baissent un petit peu de 0,2%, ils sont encore 2,5 à 3 fois supérieurs à ce qu'ils sont en Allemagne ou en Angleterre. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont bons. Mais tant mieux, je me réjouis bien sûr que les chiffres du chômage baissent. Le chômage est au plus bas parce qu'on a une diminution en fait, du nombre de demandeurs d'emploi, mais qui est modeste par rapport au dernier semestre. Parallèlement à cette baisse, on a une augmentation en fait, des catégories D. Le taux de chômage reste beaucoup plus élevé en France que dans la moyenne de l'Union européenne. Certainement, les mesures qui ont été prises de l'assouplissement, notamment du marché du travail, produisent certainement de leurs effets et permettent une amélioration des chiffres lorsqu'il y a une reprise économique.
Alors voilà, les réactions des uns et des autres. Par rapport aux voisins européens, on va regarder quelques chiffres. Et si on regarde ce qui se passe dans la zone euro, 7,5%, donc on est effectivement un point au-dessus. Et si on regarde ce qui se passe dans l'Union européenne, 6,1%, donc pas de quoi pavoiser. Non, pas de quoi pavoiser, parce qu'il y a quand même, on va dire, le régime de protection sociale fait que, et je ne tiens pas à ce démantèlement, mais le fait qu'il est relativement protecteur et nous permet de rentrer doucement à la suite d'amortir en fait la crise, mais en même temps, lorsqu'on veut sortir, on n'a pas aussitôt les bons résultats. Donc, alors que nos voisins européens ont une protection sociale ou un système aussi du marché du travail qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus dynamique, qui fait qu'on tombe très vite, mais on repart très vite. Il y a un certain dynamisme là-dessus. Ce qui fait que, malgré tout, les caractéristiques du chômage français par rapport à nos voisins, c'est que, première des choses, et il y en a beaucoup, mais l'essentiel pour moi, c'est un chômage des jeunes très important. 25% de la population française jeune, qui est au chômage. On a le chômage des longues durées, nous avons le chômage des seniors, et ce qui fait que, globalement, ce qu'on appelle le taux d'emploi est inférieur par rapport à nos voisins, c'est-à-dire les personnes d'une tranche d'âge qui rentrent sur le marché du travail est bien inférieur par rapport à nos voisins. Et donc, il faut, si on veut continuer sur ce schéma-là, eh bien, il conviendra aussi de faire certaines réformes. Alors, vous parliez des jeunes, mais c'est une catégorie c'est la catégorie qui s'en tire le mieux dans ces chiffres, moins 0,6 points de moins. C'est dû à quoi? Je ne sais pas si on peut parler de bons chiffres en tout cas, mais c'est quoi? C'est la réforme de la formation, c'est l'apprentissage qui commence à porter ses fruits, comme le disait Muriel Pénicaud? Non, mais il faudra avoir le détail chez les jeunes qui sort en fonction du diplôme, en fait. Parce qu'en fait, quand on regarde le chômage au niveau des cadres, on est proche du plein emploi. Le problème d'Emmanuel Macron, et il s'est fait élire dessus, c'est la rupture entre les insiders et les outsiders, c'est-à-dire ceux qui sont protégés, en gros, ceux qui ont accès facilement au marché de l'emploi et ceux qui n'ont plus accès depuis plusieurs années. Et la question, c'est comment casser cette rupture-là. Et moi, j'ai l'impression qu'avec les réformes d'Emmanuel Macron, on organise plus une concurrence au sein de ceux qui sont déjà inclus dans la société et une concurrence dans ceux qui sont exclus et qu'il n'arrive pas à réconcilier les deux France. Et c'est tout le problème qu'on voit, en fait. On a parlé du Rassemblement national et du score élevé. Moi, je pense que tant qu'il n'arrivera pas à réconcilier ceux qui sont inclus et ceux qui sont exclus, il n'arrivera pas à faire baisser le score du Front national et à réduire le taux de chômage de façon très importante, parce que de toute façon, en France, les cadres sont très facilement employables. C'est plutôt ceux qui n'ont pas de qualification qui sont très difficilement employables. Sur ce chômage des jeunes, sur effectivement ces 15-24 ans dont le taux de chômage diminue, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce qui m'inquiète, c'est depuis longtemps, c'est que lorsqu'on rentre chômeur, jeune, et qu'on n'a pas de qualification, c'est toute la société qui va supporter ce jeune pendant longtemps. Non pas que lorsqu'on est plus âgé, ça soit moins pénible. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez un jeune qui n'est pas formé, eh bien, il va vivre d'allocations, de choses de cette manière, et donc il convient malgré tout de le former et en même temps d'avoir la possibilité de réinclure, d'être inclus dans la communauté du marché du travail. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un grand nombre de personnes qui ne sont pas qui sortent du système sans qualification. Et donc, ce petit boost, en fait, je reviendrai, après, c'est 0,6%, c'est bien sûr, c'est bien, mais il y a quand même un grand nombre. Je dirais, c'est comme une température, vous passez de 38 à 37,9, c'est bien, mais vous êtes au-delà de la 37,5. Je ne suis pas médecin, je précise, donc je peux dire des bêtises à ce niveau-là. Donc voilà. Jean-Philippe Dubrul. Non, tout à fait. Le problème, de toute façon, des jeunes... Alors, ce chômage des jeunes s'ajoute à une problématique particulière de la jeunesse dans notre pays qui, pour parler enquête d'opinion quand même, est assez désenchantée. Et ça, c'est une difficulté, on parlait de l'exécutif et du président Macron aussi, c'est une difficulté pour le pouvoir en place de rallier à lui une jeunesse, qui est l'avenir, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est important, finalement une jeunesse qui se retrouve piégée, en quelque sorte, dans un contexte peut-être plus sombre que pour l'ensemble de la société. Et l'un de ces symptômes-là, de ce monde plus sombre, en tout cas sans perspective, on a le monde sombre au niveau écologique, environnemental qui s'annonce, on a aussi, propre à la jeunesse,
une contrainte supplémentaire qui est l'entrée sur le marché du travail, la formation, l'employabilité. Allez, en tout cas, ce qu'on peut dire, en tout cas sur le plan politique aussi, c'est qu'Emmanuel Macron, il n'est pas toujours à droit quand il parle de travail, de chômage, pas toujours très diplomate d'ailleurs. Quand il s'agit d'aborder cette question, on a rassemblé un petit florilège pour vous. On va l'écouter. Vous êtes en train de faire peur à votre cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Est-ce que ça ne va pas le poursuivre tout au long de son quinquennat également, ces petites phrases qui ont marqué les gens? Alors, le pire ennemi d'Emmanuel Macron, c'est lui-même en fait. Clairement, tous les mois, on mesure sa popularité auprès de l'ensemble des Français et à cette occasion, on demande aux gens pourquoi vous appréciez Macron, pourquoi vous ne l'appréciez pas, pourquoi vous l'aimiez avant et moins aujourd'hui, etc. Et quelque chose de constant, c'est dès qu'une petite phrase comme ça est lâchée, elle a une durée de vie absolument dingue. On peut en faire un tintamarre médiatique pendant quelques jours, ça fait la une, etc. Puis on oublie ça parce qu'une actualité chasse l'autre. Mais dans l'esprit des gens, ce sont des choses extrêmement marquantes qui restent des années après des années. Pas sur Macron, mais on a eu encore, à propos de Nicolas Sarkozy, près de 10 ans après, quand on pose des questions sur lui, il y a encore des gens qui nous sortent l'affaire du scooter de son fils qui avait été volé. Et lui, ministre de l'Intérieur, avait dépêché une brigade pour enquêter là-dessus très vite. Donc voilà, même des choses aussi anodines, triviales, peuvent suivre un politique de premier plan sur 10 ans. Autant dire que sur un mandat, la configuration dans laquelle on est avec Emmanuel Macron, ce sont des boulets, enfin chaque phrase en tout cas, s'il y en a d'autres, seront des boulets, enfin ça va faire un collier de boulets à la suite de son pied qui vont le suivre parce que ça le suit déjà. Maëve Malouine. En même temps, ça le suit, mais ça peut appartenir au passé. S'il se garde d'en faire d'autres, et depuis quand même le grand débat national qui a suivi la crise des Gilets jaunes, il ne fait plus ce genre de petites phrases. Il n'a pas fait ce genre d'erreur. Donc ça reste dans les esprits, mais pour positiver, ça peut rester dans le domaine du passé et de dire ou de constater qu'il a changé, qu'éventuellement, il ne fait plus ce genre de petites phrases. Allez, on va faire une courte pause sur LCI avec nos invités, puis on se retrouve pour reparler du chômage. On parle également du ras-le-bol fiscal. C'est ce qui a marqué la crise des Gilets jaunes, avec une étude très intéressante qui nous apprend que plus on s'éloigne des grandes villes, et bien moins l'impôt est accepté. On va la décortiquer pour vous dans un petit instant. À tout de suite sur LCI. Retour sur le plateau du Grand Dossier sur LCI. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On va aborder un autre thème pour ce dossier. On va se pencher sur cette étude très intéressante de l'OFCE qui a voulu revenir sur les fondements de la crise du consentement à l'impôt en France. On sait que c'est une des bases de la crise des Gilets jaunes. 9 mois après, que dit cette étude? Eh bien que l'auteur a identifié une relation avec le niveau de diplôme, l'âge et l'éloignement d'une grande ville. L'une des conclusions, c'est que plus on s'éloigne des grandes villes, moins l'impôt est accepté. Le chercheur associe ce sentiment à la distance par rapport aux services publics. On est prélevé comme les autres, sans jouir des mêmes investissements publics. Voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous aviez pris connaissance de ces études et ce qu'elles vous inspirent. Elle est tout à fait logique. Elle confirme ce qui a été exprimé par les Gilets jaunes, qui était un mouvement de la France qu'on a appelé à l'époque périphérique. Des gens qui, souvent pour des questions de pouvoir d'achat, ont préféré quitter les villes, s'éloigner pour avoir une qualité de vie, une qualité de logement meilleure que ce qu'ils trouvaient dans les villes, et qui se retrouvent dans des endroits où petit à petit ils voient les services publics disparaître, les écoles par exemple qui peuvent fermer ou les classes qui ferment, les hôpitaux, trouver un médecin spécialisé, un ophtalmo, etc. Tout ça, ça demande de se déplacer, on a des rendez-vous plus tard, et en même temps ils se disent je paie des impôts et je n'ai pas le service auquel je pourrais m'attendre, le service public. Et c'est renforcé aussi par ce qu'avaient constaté les maires dans l'étude sur la désaffection des maires qui se sentaient moins motivés pour se représenter, qui décrivaient une attitude consumériste de leurs administrés, qui disent « je paye un impôt, donc j'ai droit à des services en retour ». On est beaucoup moins dans « je paye un impôt ». Pour le bien commun, j'apporte ma part, mais je paye et donc je dois avoir un retour. Et plus on s'éloigne des villes, moins ce retour est visible à travers les services publics. Donc logiquement, les gens se disent à quoi sert de payer des impôts? Et c'est injuste parce que j'en paye autant que les autres et j'ai moins. Mais oui, ce sentiment de matraquage fiscal particulier, plus on s'éloigne des villes, il est aussi logique parce que
de fait, les gens éloignés des villes, enfin qui vivent loin des villes et qui y travaillent, payent de fait un surcroît d'impôts au travers de l'essence. C'est ça qui a mis le feu aux poudres pour la crise des Gilets jaunes. Voilà, toutes les taxes sur l'essence, c'est un malus supplémentaire appliqué aux personnes qui vivent loin des villes et donc un surcroît d'impôts. Donc, dès lors, pas étonnant en effet que ces gens qui sont déjà privés d'une bonne couverture en service public, donc déjà, ils payent autant pour avoir moins, mais en plus ils payent plus en fait au travers de l'essence et tout ça. Donc oui, c'est un sentiment qui vient encore appuyer le sentiment d'abandon et de relégation de ces personnes qui vivent dans la France qu'on dit périphérique. C'est un sentiment, mais qui date pas finalement de ces quelques mois, ces quelques dernières années en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est typiquement français aussi ? Un bon impôt, c'est celui qu'on ne paye pas, d'une certaine manière. Donc, non, mais au-delà de cette trivialité, je pose la question de qu'est-ce qu'un impôt juste ? En fait, c'est le rapport là-dessus. Alors, je ne vais pas faire qu'est-ce que la justice, etc., en philosophie, mais il me semble qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est on considérera un impôt juste ou optimal s'il répond à ce qui est peu désirable par la population. Par exemple, réduire les inégalités ou réduire la pauvreté. C'est la première des choses. Ou deuxième possibilité de vision, c'est de dire, oui, un impôt juste, c'est en regard de la répartition de la contribution. En fait, les Français sont plutôt sur la deuxième voie, c'est-à-dire la répartition de la contribution. Et en fait, donc, je veux bien payer, mais c'est la logique que dit... j'ai oublié votre nom. Marie-Hélène, pardon. C'est le service rendu, c'est le consumérisme. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, je veux bien payer, mais je veux en avoir pour mon argent. Et c'est partout, c'est dans toutes les sphères de la société. On est dans une société de plus en plus consommatrice, et c'est ce qui pose ce type de problème au niveau même du service public. Et le bien commun en tant que tel a tendance, d'une certaine manière, à disparaître. Alors, c'est en tout cas un sentiment qui s'est exacerbé ces dernières années. Si on regarde les chiffres, 88% des contribuables pensent que la France est un pays où on paye trop d'impôts, trop de charges. Et quand on compare à ce qu'il se passait en 2013, eh bien, c'était 84%. Pourquoi cette augmentation ces dernières années ? Alors, on a eu plusieurs épisodes, et je reviendrai sur ce que vous disiez, cette notion de justesse ou de justice de l'impôt qui est très très importante, parce qu'on pourrait résumer ce sentiment de matraquage fiscal, les chiffres que vous montrez le prouvent. Voilà, que 88% aujourd'hui des gens nous disent on est dans un pays où il y a trop de charges et trop d'impôts, c'est massif et c'est à prendre en considération. Mais quel est l'impôt juste en fait ? Comment contenter ces personnes ? On fait des études là-dessus. La réponse, c'est qu'il faut taxer les plus gros. Enfin, il faut davantage taxer les plus gros et moins taxer les plus petits. Par exemple, on a fait un sondage pour le Journal du Dimanche en avril dernier. On testait des mesures qui étaient des bruits de couloir à l'époque, de mesures potentiellement annonçables à la suite du grand débat. Voilà, vous avez dans le genre taxer les plus gros. Alors, la taxe GAFA, unanimité pour. Il n'y a pas de problème, tous les gens sont pour. 77% des gens voulaient le rétablissement de l'ISF. On dit que les Français ne veulent pas créer d'impôts, rétablir d'impôts. L'ISF, c'est une belle exception. Celle-là, oui. Par contre, aussi 3/4 des Français étaient pour la suppression des droits de succession sur la résidence principale en dessous de 500 000 euros. Parce que c'est pas les plus gros à qui on va faire un cadeau. C'est les gens qui auront travaillé dur tout au long de leur vie, qui auront pu s'acheter une maison ou un appartement et qui ont le désir de le transmettre. Donc voilà, les Français ne sont pas anti-impôts, pour résumer ça. Tout dépend qui est la cible de cet impôt, et tant que c'est les plus gros, ça va. Tant qu'on crée des facilités ou qu'on réduit la contribution des plus modestes, ça va aussi. Par contre, encore une fois, je prends l'exemple des Gilets jaunes parce qu'il est vraiment caractéristique. L'augmentation des taxes sur l'essence ciblait tout le monde, donc prenez à la gorge les plus modestes. Du coup, la situation s'est embrasée. William Tay, comment vous lisez, vous, les chiffres qu'on vient de voir, les 88% de Français qui trouvent qu'on est trop taxé. C'est parce que la France est la championne du monde des prélèvements obligatoires des pays de l'OCDE. Si on était au même niveau que tous les autres pays de l'OCDE, on baisserait les impôts de 200 milliards d'euros. C'est assez significatif comme montant, c'est-à-dire qu'on peut supprimer l'impôt sur le revenu et quasiment la CSG. Donc c'est important. Non, moi, j'aimerais revenir sur la chose précédente. Je parlais tout à l'heure des inclus et des exclus. En fait, quand je parlais de ça, ça veut dire que dans le cadre de la mondialisation, et ce que dévoilait Christophe Guilluy dans la France périphérique, c'est que toute la croissance se fait dans les métropoles. Donc en fait, tous les services publics, et c'est accentué par la décentralisation, c'est-à-dire que tous les prélèvements obligatoires, plus vous êtes une grosse ville, plus vous avez de moyens. On compare la mairie de Paris, on comparerait le même nombre d'habitants, mais en commune rurale, ils n'auraient pas tous les mêmes services publics, ils n'auraient pas les mêmes moyens de transport, et c'est cette fracture-là, en fait, qu'Emmanuel Macron doit répondre. Et sur la question des impôts,
Moi, je pense que de ce que je vois dans les enquêtes, et puis vous me le confirmerez, c'est que les Français détestent les impôts proportionnels. Ils préfèrent la progressivité, et c'est que Tocqueville parlait de passion de l'égalité. Moi, je pense que les Français, comme la charge de l'impôt est trop élevée, elle est concentrée sur la classe moyenne principalement, ils en ont marre en gros d'être à la fois trop riches pour pas être assez pauvres et être exonérés, et pas à la fois assez riches pour bénéficier des exonérations et bénéficier en gros de la mondialisation heureuse et pouvoir sortir leur argent facilement. Il y avait quand même, quand on regarde les deux dates, 2013, c'est quand même après un an de François Hollande qui n'a pas spécialement réduit les impôts dans cette période. Et pourtant, le chiffre est plus élevé avec Emmanuel Macron parce qu'il y a eu aussi un travail politique et qui donne ce sentiment d'injustice qui était le président des riches et l'ISF. Évidemment. Mais même avant, il y a eu quand même Emmanuel Macron qui traîne cet impôt sur l'ISF. Vous disiez que plus de 70%, 77% des Français voudraient le rétablir. Ça donne vraiment le sentiment en plus que l'impôt est injustement réparti. Et puis plus on s'éloigne des villes, moins on a de gens aisés autour de nous. C'est-à-dire qu'à Paris, si on vient à Paris, on va avoir un nombre de voitures de luxe beaucoup plus important, alors que si on vit en milieu rural, il y en aura beaucoup moins. On saura en plus à qui aller, plus le bourg est petit. Et donc ça renforce ce sentiment d'injustice qu'il y a des endroits où il y a un concentré de gens qui ont du pouvoir d'achat et qui en plus, on a un discours politique qui dit qu'ils payent moins d'impôts ou qu'on leur fait des faveurs. Ça renforce ce sentiment d'injustice. Bon, on va justement écouter par rapport à ce matraquage fiscal ce qu'en pensaient les Gilets jaunes il y a quelques semaines. On les écoute. Pour remettre l'ISF, c'est un impôt qui est juste. Voilà, ceux qui ont de l'argent doivent participer encore plus à l'effort national. Il a supprimé l'ISF et il fait payer les petits maintenant. Et ça, c'est pas normal. Voilà, c'est un peu ce que vous disiez effectivement, Jean-Philippe Dubreuil. Et puis quand on regarde aussi cette étude de l'OFCE, elle révèle un attachement effectivement à l'ISF. Quand on regarde les chiffres, eh bien 67% trouvent que c'est un impôt juste, 20% un impôt injuste. Est-ce qu'il n'y a pas eu, d'ailleurs dès le début aussi, une erreur de communication de la part d'Emmanuel Macron par rapport à ce qu'il a fait sur l'ISF ? C'est presque même une erreur de politique, puisqu'il a affiché l'ISF et les mesures sociales n'ont pas été annoncées en même temps. Alors, limite, on aurait pu trouver un équilibre entre la redéfinition de l'ISF et des mesures sociales, mais là, il y a eu la suppression, entre guillemets, de l'ISF, alors qu'en fait, c'était transformé en un autre impôt, mais ça a été traduit par suppression. Et dans le même temps, il n'y avait pas les mesures sociales qui suivaient. Mais c'est vrai qu'on parle toujours de la suppression de l'ISF, qui en fait a été modifiée, transformée pour être un impôt sur l'immobilier, mais ça a été assez mal vendu. Et tout ce qu'on affiche au tout début, ça marque aussi un quinquennat. Ce sont des marqueurs dont il est difficile, comme les petites phrases, de se défaire après. Effectivement, la suppression de l'ISF, ça c'est quelque chose qui est resté dans tous les esprits, alors que c'est pas tout à fait ça ce qui s'est passé. Encore une fois, il y en a d'autres, mais c'est aussi un boulet que traîne Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. Ça a été d'autant plus malhabile cette suppression de l'ISF, donc qui aurait pu être vendu comme une transformation de l'impôt, parce qu'en fait il a créé l'IFI à côté. Dire la symbolique de supprimer l'ISF, traduit pour la plupart des gens, ça veut dire on ne prend plus d'argent aux riches. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est un gros problème d'image, de communication pour commencer, au-delà de la justesse de l'impôt, etc. C'est un problème de communication renforcé par le fait que dans la même temporalité, pendant les vacances et la rentrée de 2017, il y a eu le coup de rabot sur les APL. Oui. Donc on a eu, au lieu d'avoir, en même temps que la suppression de l'ISF, des mesures sociales pour dire ce qu'on gagne d'un côté, on le rend de l'autre, c'était on rend aux riches et en plus on prend aux plus modestes. Et ça a véritablement terni la rentrée, la première année d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le CSG aussi, pour le premier loi de finances. Michel Oui, en fait, Emmanuel Macron a fait un pari lorsqu'il a transformé cet ISF en IFI. Ce qu'il faut bien voir, les personnes les plus riches, on va dire les plus fortunés, pardon, pas les plus riches, les plus fortunés, ont un patrimoine qui est constitué à peu près de 30% d'immobilier et de 70% d'actions, on va dire, de produits de valeur mobilière. Donc, taxer sur on va dire, l'immobilier ne permettait pas, à la limite, ça permettait, on va dire, aux plus riches d'aller ailleurs. Donc, en taxant uniquement l'immobilier, on espérait, en fait, que ces personnes les plus fortunées
en fait, permettait donc de réduire un peu plus, de permettre des investissements productifs qui auraient pu créer des emplois, etc. Puis après, tout le monde en bénéficiait par des transferts sociaux. Simplement, ça ne s'est pas fait. Parce qu'on ne peut pas imposer aux Français comme cela. Hein, l'économie est quelque chose c'est une science sociale. Et donc il y a eu ce type de problème. Deuxième chose également, le sentiment aussi, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a aujourd'hui 43% des ménages qui payent l'impôt sur le revenu. Il y en a 47 qui payent. Il y en a peu qui en payent, on va dire concrètement. Donc c'est là aussi ce sentiment, on va dire, d'insatisfaction, de dire je veux bien contribuer au bien-être social, mais j'ai l'impression de me faire avoir parce qu'il y a plein de personnes autour de moi qui ne payent pas d'impôts. Donc là aussi, il y a eu ce type de ressentiment qu'il y a à faire, et associé, donc si on croise plusieurs paramètres, se trouver loin des grandes villes, parce que cette métropolisation, on va dire, de l'économie n'est pas typiquement française. Elle est aujourd'hui dans l'économie mondiale, on tend de plus en plus à avoir de très grosses villes. Eh bien, associé, on va dire, à pas mal d'autres paramètres, eh bien, ça donne le ressentiment qu'on peut avoir du ras-le-bol fiscal. Il y a aussi dans la communication sur cette mesure, dire on fait un pari. On va tester quelque chose, on va supprimer un impôt et on va voir si les gens investissent. C'est assez invendable, parce que les gens disent comment on tente un truc avec les riches. Nous, il n'y a qu'à dire tenter qu'on nous supprime les impôts aussi. Et après, logiquement, on dit il faut le mesurer. Et 1 an après, 2 ans après, on n'a toujours pas pu mesurer si effectivement les gens auxquels on a supprimé l'ISF ont vraiment investi ou si ils ont épargné. Et quand les gens posent cette question, leur réponse est très difficile à mesurer, c'est trop compliqué. Et ça donne aussi, ça entretient ce sentiment d'arrogance qui est encore plus ressenti en périphérie, de dire l'économie c'est trop compliqué, vous n'y avez pas accès, on ne peut pas vous expliquer, c'est trop compliqué. Il y a aussi une notion de mépris, de déconsidération. Et donc, il n'y a pas l'explication aux mesures qui sont prises, et dire qu'on fait un pari pour les gens qui se sentent dans un système injuste, c'est irrecevable. Tout à fait, mais ce qu'il faut bien aussi, il ne faut pas oublier qu'il avait fait un coup de force, qu'il avait réussi, il y avait l'alignement au niveau économique, donc il avait tout, il avait le vent en poupe, donc c'est pour ça qu'il a tenté. Je ne suis pas certain que s'il avait eu une conjoncture et d'autres choses, il aurait tenté tout de suite. William Tay. Non, mais dessus, moi je vais prendre 2 parallèles. Quand François Hollande baisse la pression fiscale sur les entreprises, il accorde à peu près 40 milliards d'euros. L'ISF, c'est à peu près 4 milliards d'euros. Moi, je pense que les Français savent, et qui font la différence, les entreprises, ils savent qu'en baissant la pression fiscale sur les entreprises, ça leur permettra d'embaucher des gens et d'investir. Et ils font la différence entre la baisse de la pression fiscale sur les entreprises, ce que nous préconisons, et la baisse de la pression fiscale sur les revenus les plus aisés. Quand quelqu'un est plus aisé, quelle est la probabilité qu'il investisse dans l'économie alors qu'il a une opportunité au niveau mondial? Une entreprise, c'est pas du tout pareil. Quand on baisse la pression fiscale, et je parle du CICE par exemple, au niveau des salaires compris entre 1 SMIC et 2,5 SMIC. Et là-dessus, Emmanuel Macron fait une erreur en le transformant en baisse de charge. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que ça revienne aux Français. Et les gens, ils font le parallèle alors que ça leur coûtait 10 fois plus cher le CICE, le pacte de responsabilité. Alors, on va redonner quelques autres éléments de cette enquête. Il y a aussi le diplôme. Plus on est diplômé, moins on trouve l'impôt injuste. Il y a l'âge aussi. Le sentiment d'injustice fiscale décroît avec l'âge. Seule la CSG fait exception, car les plus de 50 ans, elles l'ont vu fortement augmenter. Effectivement, ça, la CSG, c'est aussi un impôt qui est plutôt rejeté. Pas de corrélation nette en fonction des revenus, nous explique aussi cette étude. Quelle réponse du gouvernement à cela, à la crise des Gilets jaunes, à cette exaspération fiscale? Le Premier ministre l'a évidemment abordé lors de son discours de politique générale. C'était en juin. On va écouter Édouard Philippe. Avec le Président de la République, nous avons reçu 5 sur 5, fort et clair, le message d'exaspération fiscale que les Français nous ont adressé. Nous avons donc décidé d'une baisse d'impôts historique. Au total, sur l'ensemble du quinquennat, les impôts des ménages baisseront de près de 27 milliards d'euros. Voilà, quelle réponse du gouvernement? Quoi faire pour éteindre cette exaspération fiscale? Certains économistes disent aussi qu'il faut mieux expliquer à quoi servent les impôts, qu'on n'a toujours pas réussi à expliquer à quoi ça servait, et que ces impôts doivent aussi mieux financer les zones rurales. Ça paraît effectivement assez... De toute façon, c'est gratuit et ça ne peut faire que du bien, d'expliquer l'utilisation des fonds publics.
malgré tout, je pense que ça ne suffira pas. Parce que c'est bien, mais à un moment donné, on a besoin d'avoir quelque chose un peu plus de manière conséquente. On le voit lorsque M. Macron fait ses mesures à la suite en janvier et sort 10 milliards d'euros. Tout le monde a été content, mais pour autant, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les ménages français n'ont pas consommé, ils ont eu cette crainte. Donc là aussi, je dirais, c'est quoi en termes derrière le principe de fiscalité? C'est en termes de pouvoir d'achat. Pourquoi je donne? Parce que d'accord, j'ai pas un service donné, mais si j'ai les moyens, pourquoi ne pas habiter Paris éventuellement? Et c'est là la difficulté, c'est que même en dehors de ça, c'est que souvent des personnes restent en province parce qu'ils sont attachés à un prêt immobilier qui n'arriveront pas à partir, qu'en même temps il y a une désertification, on va dire, industrielle, etc., qui fait qu'ils ont ce sentiment d'être isolés parce qu'il n'y a plus rien derrière. Et donc relancer et expliquer à quoi sert l'impôt, certes ça fait du bien, mais ça ne résout pas le problème au fond de la France. Donc il revient aussi de faire un aménagement du territoire, de réindustrialiser. Parce que le grand problème de la France, on a voulu faire de l'industrialisation sans usine. On a voulu tout faire des investissements à l'étranger, et maintenant, en contraire, il faut réinvestir en fait et créer en fait une certaine attractivité du territoire, et ça pose le problème au niveau des collectivités territoriales. Quelle réponse possible pour le gouvernement pour stopper ce ras-le-bol fiscal qui n'a cessé de croître ces dernières années? Est-ce que les baisses d'impôts annoncées par le Premier ministre, ça va suffire à calmer la colère? Non, moi je pense que ça ne suffirait pas. Le problème est plus profond. Moi je partirais sur 3 piliers. Il y a la question de la répartition du service public. Nous, on pense que plutôt que d'aller vers la décentralisation, il doit déconcentrer. C'est-à-dire plutôt répartir d'un point de vue intérêt général et